Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité de la semaine dans la MRC de Portneuf et une partie de la Jacques-Cartier. Une cyberattaque majeure a frappé samedi soir la station de radio Choc FM, basée à Pont-Rouge. Mais la situation est revenue à la normale. Des pirates avaient infiltré les systèmes et crypté toutes les données, exigeant une rançon de 200 000 $. La direction avait refusé de payer et travaillé avec une firme spécialisée pour reconstruire entièrement le réseau. Une plainte a été déposée à la Sûreté du Québec. Les opérations de la station ont pu reprendre normalement dès mardi. Vous allez entendre les mots du directeur de la programmation. La MRC de Portneuf tenait hier sa séance ordinaire. Les maires et le préfet ont fait le point sur les priorités régionales et coordonné leurs actions pour la population portneuvoise. Notre équipe était sur place. Vous aurez les détails. Le volet local du défi aux entreprendre a été lancé hier chez Metal Fast Track à Cap-Santé. Pour cette 28e édition, Mélanie Chalifour et sa fille Coralie Meunier agissent comme présidente d'honneur. Un duo inspirant, leur entreprise lauréate en 2022 est passée d'un petit atelier à une usine neuve. La MRC de Portneuf, responsable du volet local pour la 6e année, invite les entreprises en démarrage à s'inscrire d'ici le 11 mars. Un concours accessible, des catégories variées et surtout un tremplin pour faire rayonner l'entrepreneuriat d'ici. Les précisions dans quelques instants. Et puis des rires, des descentes en tube et des crêpes bien chaudes pour se réchauffer. Samedi, une cinquantaine de personnes ont participé à une activité hivernale au Centre Nature Saint-Basile, organisée par Place aux Jeunes Portneuf et Carrefour Jeunesse Emploi. Au programme glissade sur tube, rencontres et découvertes. Une façon conviviale d'aider les nouveaux arrivants à tisser des liens et à apprivoiser l'hiver québécois. On vous montrera l'ambiance dans un reportage. Enfin, le Festiglace débarque à Pont-Rouge du 18 au 22 février. Escalade de glace, compétition, essais gratuits, conférences et ambiance festive. Le plus grand rendez-vous du genre au Québec offre de l'action pour tous. On vous en dira plus dans le reportage. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. On débute avec une nouvelle qui a secoué le milieu médiatique régional. Une cyberattaque majeure avait touché samedi soir la station de radio Choc FM à Pont-Rouge. Heureusement, la situation est revenue à la normale. Des pirates avaient infiltré les systèmes et crypté toutes les données, réclamant une rançon de 200 000 $. La direction a refusé de payer et a fait appel à une firme spécialisée pour reconstruire entièrement le réseau. Une plainte a été déposée à la Sûreté du Québec et les opérations ont pu reprendre normalement dès mardi. Écoutons maintenant les mots du directeur de la programmation de Choc FM. À toute fin pratique, il y a une source étrangère qui a intégré nos systèmes et qui a réussi à venir encrypter l'ensemble des données numériques de la station. Ils réclament une rançon pour pouvoir les décrypter. Bien entendu, la rançon demandée est un montant qui n'est pas
on n'a pas l'argent pour payer ce genre de rançon-là. Non seulement on n'a pas l'argent, on ne négociera pas évidemment avec des gens qui nous tiennent en otage. Donc, on a décidé qu'on devait prendre les mesures nécessaires pour ramener la station en onde. On a une firme spécialisée qui vient de Victoriaville, qui est venue dans nos systèmes les reformater, c'est le terme exact, reconstruire le réseau interne qui va nous permettre de retourner en onde. Mais évidemment, on a perdu l'ensemble de nos données, ça veut dire la musique, la publicité, les indicatifs de la station. Il y a certains de ces éléments-là, par contre, qu'on va pouvoir récupérer grâce à des employés. On va pouvoir déterminer, là, évidemment, dans les prochains jours et prochaines semaines, là, qu'est-ce qui nous manque. Au niveau de la publicité nationale, évidemment, on va pouvoir la récupérer. La publicité des clients locaux, certaines devront être réenregistrées. Mais on pense que d'ici quelques jours, on va être en mesure d'avoir récupéré l'ensemble de ces données-là. Il y a une problématique qui demeure, bien sûr, c'est les coûts que tout ça va avoir représenté. Bien que c'est des coûts moindres que ce que les pirates nous demandaient. Je pense que les pirates, c'était quelque chose comme 150 000 à 200 000 $ qu'ils voulaient avoir. Il reste que ça va avoir des impacts. Ça va probablement nous coûter plus de 50 000 $ là, en investissement de pouvoir récupérer des systèmes fonctionnels. Alors, on espère que dans les meilleurs délais, les choses vont retrouver le cours normal. Évidemment, il y a de nouvelles mesures qui vont être installées pour éviter ce genre de problème. On avait déjà un système de sauvegarde qui se faisait en alternance sur 2 disques durs. Malheureusement, un des disques durs, en novembre dernier, s'était brisé. Alors là, on avait seulement un disque de sauvegarde et au moment de la cyberattaque, il était en train de faire une sauvegarde, donc il a été également corrompu. Si on avait été dans notre système habituel, on aurait nos données. Mais bon, comme toute entreprise, à un moment donné, on s'est dit, regarde, on va faire notre backup. On s'attend pas à ce que ça nous arrive. Alors, on n'a pas peut-être été prudent. On a peut-être fait preuve d'un certain laxisme là-dessus en ayant seulement une sauvegarde. Sauf que c'est malheureusement le cas également de plusieurs entreprises qui font des sauvegardes à l'interne. Toujours important d'avoir une deuxième sauvegarde à l'externe. Et je pense qu'on a appris la leçon, malheureusement, de bien mauvaise façon. C'était pas prévu dans le budget de Choc FM, cette dépense. Choc FM est une station de radio commerciale qui vit des recettes commerciales, qui était en bon cheminement. On dégage des profits à chaque mois qui permettaient de tranquillement renflouer les pertes qu'il y avait eu durant la COVID-19, d'également de rembourser nos prêts, parce que la station est toute jeune, il reste encore des prêts qui datent de l'ouverture. Donc, ça nous permettait d'espérer, d'ici peut-être l'automne prochain, pouvoir faire des investissements dans la station. Malheureusement, évidemment, on ne pourra pas faire ces investissements-là. Et si on n'est pas en mesure de couvrir l'ensemble des pertes actuelles, on devra peut-être faire des coupures de personnel. En tout cas, pour l'instant, on ose envisager ça. C'est pourquoi il y a des employés qui ont parti un GoFundMe. Ils veulent aider la station à couvrir les pertes pour éviter, évidemment, qu'on mette à pied du personnel. Avez-vous des informations sur les personnes qui sont derrière cette cyberattaque? Non, puis je pense pas qu'on en trouve. Tu sais, à la base, on a les courriels, c'est une adresse extension du Monténégro, qui est un pays d'Europe, mais ils peuvent être au Canada, ils peuvent être en Amérique du Sud, ils peuvent être en Australie. Une extension courriel, ça veut rien dire. Il pourrait avoir une extension courriel.ca, puis être à un autre endroit. Donc, on n'a aucune idée où ils se localisent. Malgré tout, nous, tous les données ont été amassées et remis à la Sûreté du Québec. Ils ont un département d'enquête cybernétique qui va, eux, travailler avec ces dossiers-là. Ça va peut-être leur permettre d'avancer des choses dans d'autres dossiers ou dans leur propre dossier, mais on s'attend pas à ce que la Sûreté du Québec nous appelle en disant « Ah, on les a trouvés, on va leur passer les menottes. » Malheureusement, dans l'écosystème actuel de l'informatique, on est tous un peu dépassés par ce qui se passe et je pense que les policiers font leur gros possible pour aider les entreprises à se protéger, aider à enquêter pour trouver ces gens-là, mais c'est une criminalité qui est difficile à traquer, évidemment. Quels sont les services ou fonctions qui ont été touchés? L'ensemble des opérations. Tout ce qui est l'administratif, la comptabilité, le système SAGE qui sert à faire la comptabilité de la station est inutilisable, c'est encodé. Les systèmes de mise en onde, tout a été touché et tout est encodé. On a absolument tout perdu. Les seules choses qui nous restent, c'est que le système de facturation pour nos clients, avec l'ensemble de notre liste de clients, les achats, le suivi client, c'est une sauvegarde qui est faite indépendamment par une autre entreprise qui gère ces systèmes-là. Donc, on a pu récupérer ces informations-là en date, je pense, du 31 décembre dernier ou du 31 janvier dernier. Donc, on a à peu près toutes les données pour pouvoir... c'est ce qui va nous permettre d'avancer parce qu'évidemment, avec ces données-là, on va pouvoir savoir quels sont les messages publicitaires qui sont censés être en ondes et reproduire les fichiers sonores qui vont avec pour pouvoir les mettre en ondes. On va les réenregistrer tout simplement et on va pouvoir quand même assez rapidement cette semaine faire entrer les choses dans l'ordre. Sauf que comme
on revient au début, ben on a des ajustements qu'on a fait pendant les 3, 4, 6 premiers mois d'opération de la station qu'on va devoir refaire avec les systèmes, parce que ces fameux systèmes d'automation et ces systèmes informatiques qu'on utilise pour gérer la programmation d'une station de radio. Il y a toujours des petits ajustements à faire au cours de l'année, des trucs à régler qu'on avait réglés dans les 2 premières années de diffusion. Ben là, tout est à recommencer. On va devoir refaire du fine-tuning, excusez l'expression anglophone, pour permettre à Choc FM de redevenir exactement comme c'était avant. Quelles sont les mesures qui ont été prises immédiatement, juste après la cyberattaque? Ouais, ça a été de débrancher tous les systèmes tout simplement du web et de fermer tous les ordinateurs et évidemment de reformater l'ensemble des systèmes avec une entreprise spécialisée qui va nous permettre de retrouver dans les meilleurs délais, on l'espère, notre programmation habituelle. Ben, au moment où on se parle et qu'on enregistre, la radio diffuse sur la bande FM le bruit d'un cœur pour rappeler aux auditeurs que la station est toujours en vie. En principe, cet après-midi, on devrait pouvoir commencer à rediffuser de la musique et à partir de demain, on devrait avoir des opérations, je dirais quasi normales. Là, pour les auditeurs, ça va sembler être à peu près comme d'habitude. Il va y avoir de la musique, la météo, de l'animation, mais les opérations en tant que telles, comme ils étaient avant la cyberattaque, ça va prendre à peu près une semaine avant que tout soit rentré dans l'ordre, là, je dirais, à ce niveau-là. Puis évidemment, avec tous les coûts rattachés et les pertes rattachées à tout ça. Quel message vous passerez aux auditeurs qui sont vraiment attachés à la station? Ben merci de votre appui. Merci aux clients, merci aux auditeurs de la station qui nous ont appuyés. Je pense que dans Port-Neuf, quand on s'y ensemble, on est capable de faire de grandes choses. Et surtout, je passe le message à tous nos entrepreneurs dans la région. Ne sous-estimez pas la possibilité que votre entreprise se fasse attaquer. Alors, redoublez de prudence sur les mesures nécessaires à la protection de vos données. Dans un communiqué publié le 12 février 2026, la MRC de Port-Neuf a officiellement lancé la mise en œuvre de son plan de développement du territoire et des activités bioalimentaires, adopté le 17 septembre 2025. Le document prévoit 52 actions concrètes pour soutenir le secteur agricole et agroalimentaire, renforcer la marque Port-Neuf et générer des retombées positives pour la communauté. Un comité de suivi réunissant notamment des représentants du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et de l'Union des producteurs agricoles veillera à sa mise en œuvre. Rappelons que plus de 40% des producteurs de la capitale nationale se trouvent sur le territoire portneuvois, qui vise à devenir une référence régionale d'ici 2040. Samedi dernier, ça riait, ça glissait et ça sentait bon les crêpes chaudes. Une cinquantaine de personnes se sont donné rendez-vous au Centre Nature Saint-Basile pour profiter d'une activité hivernale organisée par Place aux Jeunes Port-Neuf et Carrefour Jeunesse Emploi. Au menu, glissade sur tube et moment gourmand au chalet. Une activité simple mais qui fait toute la différence pour créer des liens et aider les nouveaux arrivants à apprivoiser l'hiver québécois. On regarde ça ensemble. J'ai déjà fait quelque chose égal comme ça, mais pas genre dans la neige. Ce samedi 14 février, le Centre Nature Saint-Basile a vibré au rythme des rires et des descentes en tube. Une cinquantaine de participants, venus des 4 coins du monde et des différentes régions du Québec, ont pris part à une activité de plein air organisée par Place aux Jeunes Port-Neuf et Carrefour Jeunesse Emploi, en collaboration avec Accès Travail Port-Neuf. Au programme, glissade sur tube et dégustation de crêpes. Un duo simple mais rassembleur. La glissade, c'est un sport facile. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un talent quelconque ou une agilité. Donc, tu t'assois et tu glisses. Donc, c'est très facile comme première expérience sur un sport d'hiver. Donc, c'est une activité de socialisation. En fait, c'est des nouveaux arrivants, qu'ils soient immigrants ou qui viennent d'une autre région là, du Québec, qui viennent glisser. Pour plusieurs nouveaux arrivants, c'était une grande première. C'est une belle activité et pour faire avec la famille. Je suis venue avec ma fille. C'est la première fois pour moi. C'est la première fois que je l'ai fait.
L'objectif est clair, offrir une activité de socialisation et permettre aux nouveaux arrivants, qu'ils viennent de l'étranger ou d'une autre région, de découvrir les joies de l'hiver québécois. Résident de Donnacona et originaire de l'Algérie, Hamza Zoubaré participait également pour la première fois à une glissade sur tube. Oui, c'est la première fois vraiment. J'ai déjà fait le glissade, mais c'est pas comme ça. Et j'ai trouvé ça, c'est vraiment amusant. Même enthousiasme du côté de Laura Ayala et Viviana Bernal, originaires de Colombie. Pour elle, l'activité représente bien plus qu'un simple moment de loisir. Moi, je parle pas français, c'est pas ma langue maternelle. Fait que parler avec d'autres personnes, ça m'aide beaucoup pour pratiquer, pour m'intégrer. Oui, vraiment oui. C'est bien de participer parce que c'est part de l'intégration de Québec. Et on va profiter parce que sont des activités trop différentes de nos pays. Dans nos pays, il n'y a pas de la neige. Et c'est pour ça que c'est bien de connaître. Si je veux rester ici, c'est bien d'aimer toutes les choses que font les personnes d'ici. Après l'effort, le confort, les participants se sont retrouvés au chalet pour partager des crêpes bien chaudes. Est-ce que c'est bon? Pour Place aux Jeunes Portneuf et Accès Travail Portneuf, ces activités s'inscrivent directement dans leur mission. Favoriser l'intégration et l'enracinement des nouveaux arrivants dans Portneuf. Donc, c'est l'occasion de jaser plus parce qu'au Québec, l'hiver, c'est 6 mois par année. Donc, si tu es nouvel arrivant et que tu n'apprécies pas l'hiver, c'est beaucoup plus difficile de rester comme en santé mentale. D'autres activités sont déjà prévues au calendrier, notamment des cafés culturels et des sorties à la cabane à sucre, toujours dans le but de multiplier les occasions de rencontres. Une journée froide sur le thermomètre, mais chaude dans les cœurs. Papa Moussa Camara, depuis Saint-Basile, pour CJSR. La Fondation Santé Portneuf invite la population à enfourcher son vélo pour le Tour cycliste Santé Alcoa 2026, présenté par Alcoa Aluminerie de Deschambault, qui se tiendra le 12 septembre 2026, selon un communiqué en vue de l'événement. Au programme, 2 parcours de 50 ou 100 km à faire en solo ou en équipe. L'objectif est simple, bouger ensemble, prendre soin de sa santé et soutenir la communauté de Portneuf. L'événement vise à encourager les saines habitudes de vie tout en soutenant la communauté de Portneuf. Pour les entreprises, il s'agit d'une belle occasion de mobiliser leurs employés autour d'un défi rassembleur, de renforcer l'esprit d'équipe, d'afficher leur engagement envers la collectivité et de bénéficier d'une visibilité positive dans la région. Les inscriptions sont déjà en cours. Pour que le jeu reste un jeu, vaut mieux savoir comment bien jouer. Savoir s'amuser en fixant ses limites de temps et d'argent. Des fois, il faut prendre une pause. Il faut savoir qu'on n'a pas le contrôle sur le résultat et que rien n'est joué d'avance. On se croise les doigts? Il faut savoir qu'on peut gagner ou perdre. Parce que c'est juste du hasard. L'Auto-Québec s'assure d'informer, d'encadrer et d'accompagner les joueurs avec son programme Bien joué. Les 3 caisses de Portneuf, Caisse du Centre, Caisse de l'Ouest et Caisse de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, annoncent un nouveau calendrier pour le Fonds d'aide au développement du milieu, FADM, avec un appui à projet bonifié. L'objectif, soutenir davantage les initiatives locales, offrir plus de flexibilité aux organismes et encourager des projets qui dynamisent la communauté. L'annonce officielle aura lieu le 26 février de 18h15 à 20h30 lors de la soirée des lauréats FADM à la Caisse du Centre de Pont-Rouge, selon le communiqué publié le 16 février 2026. Les médias
et le public pourront y rencontrer les responsables et découvrir les nouvelles modalités. Chaque année, le FADM appuie des projets qui renforcent le dynamisme et le bien-être des communautés de Portneuf, tout en restant fidèle aux valeurs de coopération et de solidarité, ajoute la note. Le volet local du défi aux entreprendre a été lancé hier chez Metal Fast Track à Cap Santé. Pour cette 28e édition, Mélanie Chalifour et sa fille Coralie Meunier agissent comme présidente d'honneur. Un duo inspirant, leur entreprise lauréate en 2022 est passée d'un petit atelier à une usine neuve. La MRC de Portneuf, responsable du volet local pour la 6e année, invite les entreprises en démarrage à s'inscrire d'ici le 11 mars. Un concours accessible, des catégories variées et surtout un tremplin pour faire rayonner l'entrepreneuriat d'ici. Les précisions dans quelques instants. Au niveau du défi aux entreprendre, les inscriptions se tiennent jusqu'au 11 mars via le site web d'Os Entreprendre. Depuis 2 ans, on n'a pas besoin d'avoir un plan d'affaires complété. C'est un formulaire en ligne sous forme de questions que les entrepreneurs remplissent. Puis, on a 6 catégories au niveau du défi. On parle de commerce, économie sociale, exploitation, transformation, innovation, service aux entreprises, service aux individus. Et puis, un des critères, faut une entreprise qui n'a pas conclu de vente avant le 1er avril 2025 peut s'inscrire. C'est-à-dire que faut avoir eu des revenus à partir du mois d'avril 2025. Fait que l'entreprise peut faire des ventes maintenant. Si elle a commencé en 2025, elle est éligible au concours aux entreprendre. Puis on a aussi les volets Réussite Inc. pour les entreprises qui ont déposé des candidatures il y a plus de 5 ans, qui sont toujours en affaires puis qui se démarquent par leur modèle d'affaires encore sur les rails. En 2022, quand on a fait le défi aux entreprendre, ça a été une grande fierté, autant pour toute l'équipe ici, même les employés, là, qu'on se démarque comme ça, puis qu'on gagne le prix local et régional, puis qu'on se rende à la grande finale. Puis ça nous a permis il y a eu beaucoup de réseautage. Puis on a rencontré des personnes là, formidables qui nous ont aidés. Là. Nous, on était dans une lancée en grande expansion. Puis on vient de se bâtir une usine neuve. Là, on est déménagé cet été. Ben, moi, dans le fond, c'était un parcours. Un parcours exploratoire qu'on avait à l'école. Puis il y avait plein de programmes. Mais moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat. Parce que ben, je trouve qu'on peut participer chacun à des petites choses. C'est un travail en équipe. Puis c'est ça. Est-ce que c'est souvent que tu fais? Ben, c'est 7 cours. C'est 7 journées dans l'année. 7 journées dans l'année. Puis, ben, moi, dans le fond, on a choisi de faire du tutorat pour les élèves du primaire d'une école à Donnacona. Il y aura plein de petits ateliers qui vont durer quelques minutes chacun. On aura 2 journées pour faire ça. Parce que le défi aux entrepreneurs aussi, c'est pas seulement pour les entreprises en démarrage, il y a tout le volet scolaire. Puis ça, c'est des projets en classe qui sont menés par des professeurs, tout ça, qui incitent les jeunes à découvrir l'entrepreneuriat. Il faut savoir qu'à l'Université de Portneuf, on se démarque là, par la qualité des candidatures ainsi que le nombre. Depuis plusieurs années, on a des projets scolaires qui sont lauréats au niveau national. Le défi aux entrepreneurs, il y a 3 niveaux. Vous avez le local, qui est la MRC de Portneuf, régional, capitale nationale, et national, qui est vraiment au niveau de la province de Québec. Puis pour être sélectionné au prochain niveau, c'est vraiment nos lauréats qui vont être dévoilés le 26 mars prochain, qui vont passer au niveau régional, et ensuite les lauréats vont passer, du volet régional, passent au niveau national.
Mais depuis les dernières années, on est fiers de nos cohortes d'entrepreneurs parce qu'on se démarque. Là. Le Cerf-Volant propose une nouvelle série de conférences gratuites en ligne pour aider les parents d'enfants de 0 à 12 ans. C'est dans le cadre du programme Triple P, pratique parentale positive. Selon un communiqué publié le 16 février 2026, 3 rendez-vous à retenir cette année. Le 26 février pour découvrir les bases des pratiques parentales positives. Le 26 mars pour soutenir l'estime de soi et les compétences sociales de son enfant. Et le 23 avril pour l'aider à comprendre et gérer ses émotions. Pour participer, il suffit de s'inscrire en ligne. 3 occasions simples et pratiques pour apprendre des stratégies concrètes et rendre la parentalité encore plus positive. Le Festiglace s'installe à Pont-Rouge du 18 au 22 février. L'escalade de glace, compétition, essais gratuits et ambiance animée. Le plus grand événement du genre au Québec promet des sensations fortes pour tous les âges. Notre équipe était sur place hier. Mon nom, c'est Caroline Ouellette. Je vais être compétitrice encore cette année pour la compétition enduro du Festiglace à Pont-Rouge. Dans mon cas, ça va être environ la 3e, peut-être 4e année édition que je participe. Je suis aussi bénévole pour aider à ouvrir les voies sur les parois. Là. Bonjour, mon nom est Damien Côté. Je suis organisateur, puis installateur des voies. Puis cette année, je vais faire la compétition. Bon, le Festiglace, ça a été inventé en 98 par des grimpeurs de glace qui sont tombés sur le site ici. Puis avec les années, ils ont trouvé que c'était exceptionnel le nombre de voies qu'on pouvait exécuter ici. Alors l'idée de la compétition, c'était au début, c'était un rassemblement. Puis c'est devenu plus une compétition avec des formats un peu aléatoires. Puis depuis 5-6 ans, nous, on a fait un format qui est plus un peu enduro. C'est-à-dire qu'on équipe environ 22 voies, tout équipé avec toutes les dégaines, tous les mousquetons, les ancrages, tout est équipé. La voie est nettoyée. Puis les compétiteurs doivent réaliser, ils ont chacun un bloc d'1 heure et demie, c'est-à-dire 3 heures en équipe, pour réaliser le plus nombre de voies à chaque côté de la rivière. Fait que c'est une épreuve de force, en fait. C'est considéré comme une des épreuves d'escalade de glace les plus difficiles au monde, quand même. Puis c'est une des plus grosses compétitions au Canada, forcément, étant donné qu'on reçoit 24 grimpeurs, dont la moitié à la grandeur de la planète. C'est un site assez unique parce que tout est en dévers. Fait qu'il n'y a pas de voies qui sont faciles. Il y en a peut-être 2 environ, des voies faciles. Puis c'est les voies qui sont en glace. Mais ils valent tellement pas de points à la compétition que on les fait pas vraiment. Fait qu'à la compétition, on fait juste grimper des voies qui sont vraiment en dévers. Fait que c'est plus que vertical. Puis c'est un mélange de roches, puis de glace, de roche-glace. C'est vraiment très difficile. Damien dit que c'est beaucoup de la force. Moi, je dirais que c'est beaucoup de l'endurance. Parce qu'il faut tenir sur les piolets tellement longtemps, avec peu de repos. Des fois, il y a des pieds. Il y a quand même des pieds souvent, mais c'est jamais des repos complets. Fait que ça demande vraiment beaucoup d'endurance. Puis les meilleurs grimpeurs vont faire environ 15 voies de 30 mètres en dévers en 3 heures de temps. Fait que c'est vraiment énorme. Alors, le départ se donne. On a 1 heure et demie. On fait le plus de voies qu'on peut. On doit grimper en tête. Ça veut dire qu'on monte, on clip, on monte, on clip, on monte, on clip. Jusqu'à on fait le sommet. La voie compte seulement si on a réussi la voie. Fait que les gens peuvent avoir un échec, redescendre, recommencer. C'est pas un problème à ce niveau-là. Dimanche, on a une compétition de difficulté
On a un petit peu plus tôt aujourd'hui, il y avait les installateurs, les ouvreurs qu'on appelle, là, on voit le gros glaçon coupé. Là. Bon, ben là, ils l'ont coupé à la scie mécanique, puis là, ils sont en train de faire une sculpture à l'envers là, pour pouvoir créer une voie de super compétition, une voie de difficulté pour la finale. Puis c'est là qu'il va y avoir dimanche, c'est l'événement, c'est la finale. Fait que là, tous les gens qui ont fait l'enduro, qui se sont bien débrouillés dans l'enduro, d'habitude, ils ont accès à la finale, à peu près une quinzaine de compétiteurs. La compétition du samedi, il y a beaucoup de grimpeurs locaux, mais aussi notamment les meilleurs grimpeurs au monde. T'sais. Fait qu'il y a des grimpeurs, plusieurs grimpeurs de France, il y en a de l'Ouest, il y en a des États-Unis. C'est tous des athlètes en forme, très performants. Fait que la journée du samedi, là, c'est comme la plus grosse compétition. Là, selon moi, là, c'est samedi que ça se passe. Mais ça va quand même être intéressant le vendredi pour les amateurs, puis la finale le dimanche. Concernant l'horaire de l'événement pour le Festiglace 2026, il va y avoir des activités un peu tous les soirs dans certains établissements de Pont-Rouge. Là. On peut voir ça, grosso modo, ça va être soit au Moulin Marcoux ou à l'Hôtel de Ville, dans le centre-ville de Pont-Rouge. Pour les activités ici, bien, il va y avoir une compétition amateur vendredi, la compétition professionnelle le samedi avec les athlètes internationaux. Puis, il y a tout le temps des soirées de conférences à tous les soirs, ainsi que... Puis le dimanche, bien, ça va être la voie de finale. Une voie de difficulté, une seule voie, mais tous les athlètes internationaux vont venir l'essayer. Ça vaut la peine d'aller voir sur le site du Festiglace parce qu'on peut y voir toutes les cliniques. Puis il y a autant des cliniques d'escalade pour débutants, intermédiaires, avancés, que des cliniques axées sur le plein air. Allez voir sur le site festiglace.org. On reste à Pont-Rouge. La ville invite la population à profiter pleinement de l'hiver. Le 27 février, de 18h30 à 21h, rendez-vous au centre de plein air Dansoro pour la 7e édition de Dansoro en lumière. Suivez un parcours illuminé en forêt inspiré du conte Lila, la petite flamme et la lune. Une activité gratuite pour toute la famille qui marque aussi le lancement des festivités de la relâche scolaire. L'an dernier, plus de 1700 visiteurs avaient participé à cette expérience magique. En parallèle, la ville rappelle à ses ressortissants que les comptes de taxes 2026 sont disponibles. Vous pouvez les consulter en ligne sur le portail monpontrouge.ca. Ou, pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous les avez reçus par la poste. Pour les comptes de $300 et plus, le paiement peut se faire en 4 versements, répartis entre mars et septembre. Le plan de paiement préautorisé reste le moyen le plus simple pour respecter ces échéances et éviter les intérêts et pénalités. Et pendant que vous prenez soin de vos finances et profitez des activités hivernales, la ville rappelle également l'importance de vérifier la sécurité de votre maison ou commerce. Le service incendie invite tous les citoyens à réaliser leur auto-inspection annuelle à l'aide d'un court formulaire en ligne. Un geste simple mais essentiel, puisque 90% des incendies mortels surviennent dans des résidences où les avertisseurs de fumée sont absents ou non fonctionnels. Quelques minutes peuvent vraiment sauver des vies. Ainsi, que ce soit pour profiter de l'hiver en famille, gérer vos taxes ou assurer votre sécurité, la ville de Pont-Rouge vous encourage à rester actif, vigilant et impliqué dans votre communauté. Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. Cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Oh, je t'aime, mon cœur. Moi aussi, mon cœur.
Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec. La MRC de Portneuf a tenu hier sa séance ordinaire du Conseil, réunissant les maires et le préfet du territoire afin de discuter des dossiers prioritaires de la région. Cette rencontre mensuelle, je vous le disais dans les titres, permet aux représentants municipaux de faire le point sur l'avancement des dossiers régionaux et de coordonner leurs actions pour répondre aux besoins de la population portneuvoise. Image, Tony Vézina. Fait que, il est proposé, que ça me prend quelqu'un pour proposer que la MRC prenne acte de la demande présentée par l'Association Québec-France-Jacques-Cartier-Portneuf pour la candidature de la MRC à titre de région hôtesse des Tourismos 2028. Que la MRC s'engage à participer au programme Franco-Fête Tourismo, notamment en complément et en validant le texte de la dictée proposée par le comité Tourismo, ainsi que le choix des photos du carnet, choisissant le secteur de la dictée ludique, idéalement un représentant de la MRC, que pour ceux qui aiment les arts et lettres, ça va être le fun de vous impliquer. Après ça, produisant une vidéo de représentation de la région. On accepte d'être l'hôtesse, mais il faut se faire connaître, en profiter pour rayonner et se faire connaître. Puis finalement, fournissant avec des partenaires régionaux un premier prix de participation qu'on considère que ce serait intéressant de faire découvrir notre région en des prix style des séjours dans nos parcs, dans nos accueils touristiques, pour une valeur de 1 500 $. Puis finalement, que la MRC autorise Mario Alain, le préfet, ou M. Simon Chier, préfet suppléant, à signer pour et au nom de la MRC la lettre d'intention au programme Franco-Fête Tourismo. Ça me prend quelqu'un pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Guy Lachance, c'est ça. Point 9.2, demande de financement pour le projet Intégrité au lac Montauban dans le cadre du Fonds de mise en valeur des terres au domaine de l'État. On a eu, vous savez, une belle présentation de notre gestionnaire du Parc naturel régional de Portneuf. Il y a une négociation qui a été faite entre le Parc naturel régional de Portneuf et Solifor, qui sont propriétaires des terrains en périphérie du lac Montauban. Puis il y a eu une négociation pour que le Parc naturel régional de Portneuf acquiert les terrains en périphérie du lac Montauban. Le montant négocié, 158 800 $, ce qui est un très, très bon prix par rapport à la valeur de ces propriétés-là. Mais en même temps, le côté positif qui avait été retenu, c'est que, en faisant ça, notre représentant, le Parc naturel régional de Portneuf, va avoir mainmise sur ce qui va être permis de faire le long du lac. Naturellement, ça n'enlève pas nos municipalités la responsabilité d'appliquer la réglementation, mais il n'en demeure pas moins qu'au lieu que le propriétaire actuel soit en conflit avec ses clients, parce que c'est une situation qui est très réelle, en acceptant cette proposition-là, en endossant ce move-là, on va de l'avant pour la protection de notre lac. Claire, merci. Ça vous va? Je simplifie un petit peu, là, mais on a tous assisté à la présentation. Je pense que c'est très pertinent d'essayer de simplifier ça un peu. Ce qui nous amène aux affaires nouvelles et interventions des représentants. À ce stade-ci, vous avez des activités, vous avez n'importe quoi sur vos territoires respectifs. C'est le temps de partager avec la population du Grand Portneuf. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivie de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.